Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Favoriser l'intégration des personnes handicapées, c'est l'objectif de la journée mondiale dédiée à ces personnes vulnérables. Nous ferons un zoom sur les personnes handicapées qui ont pu s'insérer dans la vie professionnelle. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de maman et ont du mal à s'en séparer. Comment faire entendre au bébé qu'il est temps d'arrêter les tétés pour d'autres aliments indispensables à leur croissance? On en parle. Et puis, les abeilles produisent du miel très prisé et bénéfique pour la santé, mais au péril de leur vie, un ingénieur agronome nous enseigne des techniques pour extraire le miel en gardant la vie sauve aux abeilles. Merci de votre fidélité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité, due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux. Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Les personnes vivant avec un handicap subissent des désagréments au moment de leur insertion professionnelle. Mais au-delà de ces discriminations, certaines arrivent à s'insérer et à s'épanouir. C'est ce que nous montre ce reportage de Lucrèce Degla et Igor Ayasso. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteur, visuel, auditif ou psychique. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient, et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Et on reste dans le même registre pour parler de cet outil important pour les non-voyants, la canne blanche. Depuis son apparition, elle se révèle plus qu'indispensable pour ces personnes vulnérables. BB24 s'est intéressé à ses origines. Le reportage est signé Edwige Agossou, François d'Assise Amansiwa et René Kofi. L'apparition de la canne blanche remonte au début des années 30. L'idée émane d'une jeune Parisienne du nom de Gilly Debmont,
pour contrer l'indifférence des usagers de la route à l'égard des non-voyants. Depuis, la canne blanche est rentrée dans les habitudes de ces derniers jusqu'à devenir indispensable. La canne blanche est le symbole de la cécité, c'est le symbole de la malvoyance, mais c'est aussi le symbole de la mobilité et le symbole d'indépendance et d'autonomie. Normalement, lorsque vous voyez quelqu'un détenir une canne blanche, ça veut dire qu'il faut lui donner la priorité. Ailleurs, dans d'autres pays, ça s'enseigne dans les auto-écoles. Lorsque vous voyez quelqu'un dans le trottoir qui soulève sa canne, ça veut dire qu'il est en situation de handicap visuel et qu'il veut traverser la voie. Soit vous l'aidez à traverser la voie, ou soit vous lui laissez priorité, vous le laissez passer carrément. Comme dans une auto-école, l'utilisation de la canne blanche est d'abord enseignée aux non-voyants. Ces codes sont apprivoisés afin qu'ils en jouissent pleinement. Je suis admis dans ce centre il y a cela 3 ans exactement. Voilà, ici, j'ai appris à faire la mobilité. On se déplace par la canne que vous voyez pour éviter les obstacles surtout. Je suis venu chercher ma canne parce que le mien, ça ne tient plus, ça a fait son temps. Donc il faut que je change ça. Ça me met à l'aise. Avec la canne, on circule librement, on est élégant avec. Malgré tous ces avantages, il n'est pas rare de remarquer certains malvoyants arpenter les rues de la ville de Cotonou sans cet outil capital. Ils s'exposent ainsi à de nombreux dangers. Lorsque vous êtes en situation de handicap visuel, lorsque vous êtes déficient visuel ou aveugle tout court, que vous n'utilisez pas la canne, vous vous exposez à des dangers, puisque vous circulez. Et vous circulez, il n'y a rien qui montre que vous êtes différent des autres. Et donc, vous pouvez être à tout moment soit renversé par un automobiliste, vous pourrez ne pas être aidé par les autres. En attendant d'atteindre le risque zéro, davantage de sensibilisation doivent être faites afin de susciter l'indulgence des usagers de la route envers les non-voyants. Autre élément dans ce journal, après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments aux bébés. Ce processus appelé sevrage se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mères font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus? La réponse dans ce reportage de Nelly Ouanou et Ojias Nyangli. Donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréales, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu, la sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit. Jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût, manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans.
Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident, plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines, donc c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines. Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection. Ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus. Un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. Seules les abeilles savent faire du miel. Des fois, les abeilles sont agressives et c'est souvent pour se défendre. Cette réaction est justifiée car elles se retrouvent en danger lorsque les producteurs doivent extraire le miel. Leurs niches sont détruites et les abeilles sont même tuées. Cependant, il existe des moyens pour extraire le miel sans arracher la vie aux abeilles. Olivier Kodekon, ingénieur agronome, revient sur l'importance de l'existence des abeilles et leur rôle dans la conservation de la biodiversité. On l'écoute au micro de Gloria Oni et César Achadi. Dans le monde, nous avons jusqu'à plus de 20 000 espèces, mais au Bénin, on peut retenir l'espèce mellifère qui est Apis mellifera indica. Nous pouvons avoir vers le nord des abeilles de couleur jaune qui sont un peu plus petites et agressives. Mais elles sont celles-là qui produisent plus de miel. Et quand nous descendons vers le sud, passant par le centre déjà, nous avons celle-là qui est noire, un peu plus grosse, mais l'autre étant moins agressive, elle produit moins de miel. Sans les abeilles, il faut dire qu'on aura des difficultés à obtenir par exemple de bons fruits. Cela suppose que déjà dans nos vergers, il est bien d'installer quelques ruches afin de profiter de ce rôle de pollinisateur que jouent les abeilles. Autrement, le miel ou les autres produits de ruche sont utilisés dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres industries cosmétiques pour la commercialisation. Quand nous prenons le nord, les gens sont fiers de prendre le miel du nord, mais c'est du miel chassé. Cela voudra dire quoi? On détruit, on tue les abeilles et on va récolter leur miel, ce qui est écologiquement est mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'au Bénin, nous avons le miel, mais pour avoir le miel de bonne qualité, il faut aller vers les apiculteurs professionnels. Information hors du Bénin au Sénégal. Pour être à la hauteur de sa renommée, l'aéroport international Blaise Diagne affirme sa sécurité pour se conformer aux normes internationales. Une opération de simulation s'est déroulée sur les lieux. Reportage Abibou Mbaye. La quiétude d'un aéroport peut être perturbée par des aléas climatiques avec parfois une météo instable. Mais quand il s'agit d'un accident, le dispositif d'alerte mis en place change de décor. Branle-bas de combat, contrôle renforcé, intervention rapide, secours, camouflage pour gérer la crise. Simple simulation pour faire face à d'éventuelles menaces et sensibiliser. Le zéro défaut n'existe pas. Un accident, par définition, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. En revanche, notre obligation, c'est d'être prêt à gérer un accident. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'aéroport est encore mieux que hier, mais je pense qu'il y a eu à peu près une soixantaine de personnes qui ont été mobilisées, plus une centaine d'acteurs que nous avons mobilisés. Et je dirais comme un sportif ou comme quelqu'un qui a une activité à faire, plus il s'entraîne, plus il devient compétent, professionnel. Et donc nous sommes dans cette démarche, une démarche de progrès, une démarche d'excellence. Nous voulons qu'AIBD se démarque aussi par sa capacité à gérer une crise. Gérer une crise dans cette plateforme aéroportuaire répond à une double vocation.
Il avait une vocation sécuritaire et sûreté également. Sûreté et sécurité pour rassurer les passagers et les compagnies aériennes. Aussi bien pour nous, Air Sénégal, ou les autres compagnies qui vont opérer sur Dakar, savoir que nos structures, nos intervenants sont aujourd'hui prêts à toute éventualité. Éventualité qui nécessite un plan d'urgence. Ce plan d'urgence d'un aéroport est extrêmement important et fait partie du dispositif le plus important de l'exploitation d'un aéroport. Il faut s'assurer également que ce plan d'urgence est maîtrisé par l'ensemble des parties prenantes. Une bonne maîtrise qui fera de l'AIBD un hub sûr et sécurisé et attesté par le monde de l'aviation civile. Au Zimbabwe, la compagnie nationale de diamants va vendre ses produits sur le marché international dès 2020. Elle prévoit des ventes aux enchères à l'extérieur du pays, compris dans des villes asiatiques, ainsi que 11 appels d'offres internationaux. Selon les autorités, pénétrer le marché international est désormais une nécessité pour augmenter les volumes de vente et élargir les options de commercialisation. Le Zimbabwe a réduit ses prévisions de production de diamants pour cette année de 24%, mais prévoit un rebond de 6,12 millions de carats en 2020. Au total, le pays prévoit une production de 4,1 millions de carats cette année contre 2,8 millions de carats en 2018. Le record annuel de 2012 était de 12 millions de carats. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.